Alors, si j'y t'aime, il y a une raison à cela. Quand j'étais enclavé à Mabin-Pente et non à coupe-gorge de Topané, pas encore, là, il y avait une spectre à serviette tombant le soir très comptable, venait à se passer devant notre fenêtre, côté nord ombragé, alors qu'on était en général le côté sud, donnant aux îles Yassada, Yassada, Kashikada, et je cultivais les lois de Mendeleïev à Fèves de février, avant de sortir en tout imprimé, léger, de soir d'été, à Sultan Ahmed, grand hippodrome, des hippies aux odeurs de Paco Rabanne. En trois langues, jolies anecdotes qu'on n'a pas lues en Notre-Dame, des écoles à Lourdes, Pente, la rue Saint-Jacques, à remonter à pédale, vaut mieux se coucher, donc austérité d'Austerlitz, mieux que celle de Lyon ou de l'Est. Surtout Lazare étant un peu spécial. Mais le sud de Luxembourg, Montsouris, Menoussier, là où il y a de l'île, il y a un fragonard sur la balançoire que j'adore et sous peau de savoir aux couches de boudoir en lecture. Et c'est en présence, bien sûr, de Mohammed de Halep, impénétrable et divin. Alors, je suis peut-être un sanglier du soir descendu sur terre et fit l'illuminisme, une gratuité du salut, apparu et appliqué à l'instant même du courroie et que la jauchère en question n'était qu'un vidangeur. Du 15 juillet, au fait du soir, en ville d'exogénaire. Il fut un adamantine amer de la naissance, sans se confondre avec le massue de l'histoire. Ceci dit, les aveuglements dus à ce Marocain de Saraybounou en 2016, dont la sève a franchi la Méditerranée, dont cavité se dessinait en Byzance ces jours, se profactile en essence de ateliers de chaussures de Béazit et Kumkapila Leli, Régence, hôtel, avec ou sans lui. Voilà. Des autres nomment la reine dans son règne de soie, en toute prévision, en environnemental, des choses de chasse aux sauvages et de les dire transformer d'une Gesellschaft à se faire effacer par une Gemeinschaft sans cérémonie à Youssouf Pacha, à Langa. Celui qui est grand et petit, il a deux langas. Voilà. Alors j'ai 4 salonnades et un fils immigré imaginaire qui devient adultère en être. Peu de mots encore et beaucoup d'images d'apprentissage, de piratage, pressage en vague, dont lui se sent absent et pleure sur mes joues
cadet, fils, renvoyé en hypostase. J'aimais bien Antoine de Pondichéry, mais j'en suis que les tentations, peu importe à qui, de qui, la Temptation, Hippocampelli Fantacamelos, Boney M, Freddie Mercury, Michael Jackson, Madonna et Hatice Ak. Je suis à l'âge de mon fils dans la balançoire à Fragonard. Peu importe que nos progénitures soient moins intelligents et plus intelligibles. Ils ont ce don de sens véridique et de la véracité, de la clarté uniforme, une vue d'équation et d'interchangeabilité. Ils mettent chaque jour d'une exhaustivité partielle, parfois puérile, qui les sied. On parle de leurs bas collants et de ses baskets, des sous-marins, des sous-vêtements qu'ils préfèrent, et ils parlent tranquillement au dîner sans rictus, sans rire et de blagues, mais malgré l'immaturité de leur voix, il y a un sérieux dérisoire d'enchaîner en phrases que je me dis discrètement que c'est moi qui parle pendant que je lave les vaisselles d'un calme prophétique. Ma tentation s'y loge chez moi, en haleine et dans cette demi-voix qui parle dans l'acoustique de la toilette, la cabine à lecture, à haute voix. Ils raisonnent en vue de vindage. Au bout d'une demi-heure de lecture heuristique, tome par tome, il avance et c'est que seulement avec une entraille vide qu'il aura le droit d'une énorme glace à crème et au mousse au chocolat. Son sablier se vide et se remplit sans aucun souci de futur. Il finit passablement ses devoirs scolaires et lendemain matin, et il dort très chouette, les jambes écartées du plafond aux cheminées. Et je ne dirais pas que le dénudement soit notre passion, mais si on ne s'applique par une régularité de l'ordre sanitaire de pendaison et de pendatif, ça peut devenir lassant et sans autre effet qu'hypothétique. Conseil d'exemplifier dans la racine au fait d'une mélancolie du soir sans s'apercevoir une accumulation primitive de lecture éparse à la longue durée, faire le meilleur réussite imprévisible, tant de choses et amas informe à moduler au gré et si malgré toute forme formalisme en moulage scintillant et exhalant des térébenthines diluées, la panoplie de toutes couleurs Fabre jusqu'à le barbouillage de fourberie qui se tourne en une frénésie de peindre à surface, ligne, rectangle et au fait du fond, tréfond, la châssis de David et de Salomon. Pour toute volatilité permisseuse d'Élie, ma seule ange possible est en hypostase des hôtes, les leurs bigarrés, intéressés au jeu. Je sais et je fais savoir que le plus grand organe, c'est notre peau, y compris notre cerveau qui est fait de la même tissu, étoffe riche en ornements, plissures, plaisir,
j'en lui démonte en surface lisse et parfois trop citrière et frottant qu'accumule des prélèvements primitifs, un gazeux, liquide et solide, et des fleurs dans des petits flacons numérotés et distillés comme un travail d'horlogerie suisse très minutieusement. Et les épreuves sont les plus que permettantes et pleines de promesses. Je m'en flatte et non, m'en vante ou m'invente à loisir ludique. Tout est permis en temps libre et ceci est une vraie boulot qui ne se terminera jamais en biogonie avec tous les dispositifs et les mesures immesurables effets hyperboliques qui perçaient le plafond en écho et en chute fort extatique. Une régénération en tout épanouissement sous toi et en Freiheit d'amis. Comme s'il y a un grand champ donné, réservé à mon service, à mes services, je ne sais pas. Effectivement, c'est par chance, par bonheur que j'ai découvert non pas un endroit dans d'autres mondes, ni ailleurs géographiquement, mais c'est presque, non pas chez moi où j'habite, c'est par hasard, c'est la proximité, mais là où j'ai passé à l'aventure quand même la bonne partie de mon enfance, ça veut dire quelque chose. Là, effectivement, je suis dans mon champ de jeu et j'invente des jeux depuis quelque temps. Je le nomme des dispositions, diagrammes, plans d'immanence, effectivement, multiplicité, les éléments, soit aquatiques, soit solides, liquides, et de l'autre flair, tout passe en revue dès que j'ai un moment de tranquillité que je trouve. C'est-à-dire, c'est mon boulot. Effectivement, tout le monde va aller à travailler. Moi aussi, comme n'importe quelle singularité quelconque, je dois gagner ma vie et faire avec trait ou pas, faire avec la mort. C'est ça. De temps en temps, il faut que je rappelle que derrière tous ces Abstandungen, prendre des relevés, des profils, même aujourd'hui, j'ai utilisé le mot prophylactis. Bizarrement, j'avais déjà utilisé l'expression élément igné chaque fois qu'il s'agit d'une, non pas consommation, mais consommation, etc. Bon, les notes en bas de page s'abondent. Mais, effectivement, j'aime bien, je suis quelqu'un qui aimerait bien de repartir là où il était resté, c'est-à-dire notre sujet, il peut y avoir plusieurs pistes, mais c'est dans école. Donc j'ai déclaré, donc c'est une franchise, c'est un aveu qu'il s'agissait de ma petite amie. Si je n'exagère pas de ma part, on ne sait pas si il s'agissait d'une réciprocité ou non. Mais on a passé quand même en Indonésie, comme je prononce très mal ce beau pays, et j'ai remarqué en m'écoutant que effectivement Indonésie
Et Andalousie de l'Espagne, effectivement, ça devrait y avoir quelque chose. C'est la même prononciation, en tout cas, quand il s'agit de moi. Et tout, je me demande si il s'agit des Yéménites encore qui l'ont parti avec leur navigation rudimentaire allaient à découvrir Indonésie et qu'ils ont nommé comme Andalousie, et l'autre partie de Damas, de Bagdad, les grandes, y compris Ibn Arabi, ils ont allé en Occident, en Andalousie, en Espagne. Bon, ça, effectivement, je n'ai aucun travail sur l'Indonésie, mais je sais quand même que les Arabes, surtout les Yéménites marins, qu'ils ont découvert, et non pas par hasard comme Christophe Colomb, qui ne connaissait pas très bien ni astronomie, ni... voilà. Bon, il était très biblique peut-être, mais peut-être pas. Je ne peux pas parler sur un personnage, mais une grande illusion, un malentendu, effectivement, qui nous a coûté toutes ces merveilles qu'on appelle les Amériques. Bon, hors sujet, mais tout ce qui a un rapport à Echo, à Seda, c'est dans notre sujet. Donc, c'est un ressouvenir Equalizer. Il y avait une machine qui synthétisait les sonorités. Bon, il faut dire que d'abord, quand il s'agit de la voix féminine, Stimme, Seda n'était pas très brillante, mais je l'acceptais en tant que telle. Je veux dire, en fait, nos conversations, très intéressantes, très intelligentes, mais à la longueur, c'est-à-dire vivre à deux pendant un voyage de 20 jours en Espagne, donc on commence à se connaître mieux. Donc il ne s'agit plus de conversations toujours nécessaires autour des arts plastiques ou histoire de l'art, ou bien sur la personne de Ömer Uluç, qu'on respectait, qu'on adorait tous les deux. D'abord la personnalité, après acuité d'esprit en tant que plasticien en art. J'ai appris beaucoup en très peu de temps. Eh bien, Seda sortait des petites phrases pendant les dîners, après les dîners surtout, en buvant quelque chose. Et comme elle me cherchait, en fait, elle essayait de me lancer, mettre des petites cailloux ou des petites carottes devant moi, avec ces phrases un peu, quand même, non pas ironiques, non pas ridicules, non pas de blagues, pas du tout, très sérieuses, avec une tonne de voix assez monotone, pas de trop, comment dirais-je, des intonations accentuées ou soulignées, etc. Bon, nous avons des points communs, et en ce qui concerne la végétation, tout d'abord, nous aimons, nous, tous les deux, la nature, et bien sûr les animaux, mais surtout la végétation, parce que, plus que moi, que j'aime tout ce qui est végétal, verdure, moi-même, j'étais une sorte agriculteur de balcon ou de terrasse. Depuis mon tendre enfance, je suis un observateur de la nature, et surtout
en printemps et vers l'août, et en hiver, et je revisite. Même, ne serait-ce que depuis le balcon, disons, de mes enfances, dans ce domicile-là, j'étais en dialogue avec les arbres. Mais Seda, comme elle est plus intelligente et disciplinée que moi, et comme elle voyage beaucoup plus que moi dans le monde, et elle me disait que chaque fois qu'elle arrive à une ville, elle visite absolument son jardin botanique. Le jardin qui appartiendrait à la mairie ou à une propriétaire privé, pourquoi pas en Angleterre, à Londres, il y a des jardins comme ça. Je connais des noms et je rêve beaucoup. Jardin anglais, à la différence des jardins français, que je connais très bien, mais j'avais toujours nostalgie des jardins véritablement à l'anglaise. Même troisième critique de Kant, effectivement, parle d'un certain jardinage. Entre autres, musique d'accompagnement, etc., etc. Ça, tout ça, ce sont des effets paragonaux. Vous comprenez? Grande introduction. Voilà. Insipide introduction. Dans mon style d'écriture ou de parler, soit je suis trop long, lassant, j'ai des passages entre deux séquences, je veux bien où aller, mais pas brusquement, je rallonge, je fais des développements longs, lassants, ennuyeux, et parfois c'est tout contraire, je passe, je coupe, j'abrège, j'enchaîne immédiatement, et j'essaie d'éviter verbe être, comme un peu dans l'écriture, surtout autrement qu'être et au-delà des sens de Emmanuel Lévinas, que j'adore. D'abord le style, la vitesse de pensée. Voilà, le mot clé. Vitesse de la pensée, voilà, dramaturgie. J'aime beaucoup dramaturgie, fiction autobiographique. J'aime pas en général la fiction, mais j'adore de véritables fictions à la Borges. Qu'est-ce que je voulais dire? Vitesse, Paul Virilio est essentiel pour moi. Mon propos, si ce n'était pas Seda, c'est comme la mort, c'est une sorte de cogito qui accompagne à toutes mes représentations. Seda, écho, sonorité, une fille, une femme qui m'accompagnait pas. Voilà le titre d'un roman de Maurice Blanchot, l'ami qui ne me accompagnait pas, etc. Le problème, elle ne parle pas français, elle n'a pas la même culture, donc francophone, mais elle a apporté d'autres choses, c'est beaucoup plus important. Elle m'a amené à Malaga, au musée Picasso. Et elle était habillée, selon ses dires, une robe de jeunesse de sa mère. Incroyable. Mais c'était taillé pour elle. J'ai vu quand même sa mère, elle est plus l'âge qu'elle. Bon, elle était vraiment très élégante et j'avais une fierté énorme. Dans les escaliers, nous avons des photos et je l'ai photographié avec ces jolies robes en soie orange ou quelque chose de plus foncé, rouge de, je dirais,
Voilà le mot, là où il y a partout ce fruit symbolique en Indonésie, c'est la grenade. Voilà, une rouge de grenade. Bon, je peux enchaîner comme ça. Donc, les vitesses, toutes les vitesses. Moi, j'aurais pu être musicien, enfin un compositeur. Et juste, au lieu de ça, je fais des montages de films. Pas toujours fantastiques, mais au départ, quand même, ils passaient par une certaine théorie de Dizgalatov, un montage dialectique au cinéma, etc. J'en sais des choses qui m'ont servi beaucoup dans la littérature et vice-versa, c'est-à-dire mon intérêt, l'acuité qui est propre à la poésie, en ce qui concerne chez moi, m'a servi aussi dans le cinéma. Donc, cinéma, poésie, pour moi, c'est le même combat. Entre nous, je suis dans quand même endroit, un parloir que j'ai déjà utilisé. Et là, en faisant une certaine interprétation, traduction simultanée de la poésie de Günseli İnal. J'ai raconté aussi la poésie de Paul Celan et j'étais en pleurs à la tombée de la nuit, dans l'endroit exact où je trouve maintenant toujours, c'est mon lieu d'escale. Et comme il n'y a pas un silence absolu, je ne préfère pas en général ici, mais dans ces heures-ci, c'est-à-dire vers 8 heures, au coucher du soleil, donc c'est confortable, surtout comme escale. Quand on dit escale, bien sûr avec Seda, une escale à Rome, en retour, mais escale veut dire un certain arrêt, un changement de mode, de vitesse, un repos ou une correspondance, un changement qui m'intéresse beaucoup parce qu'il s'agit de segmentarité, fragmentarité, épisode que Jacques Derrida a utilisé dans sa circonfession, épisode, période, c'est pour renvoyer, je crois, à la menstruation féminine. Donc il a fait un certain bizarre rapprochement entre ces interventions dans ce livre, Circonfession, qui occupait les en bas de page du livre monographique sur lui, sur Derrida, de je dirais Beddington, quelque chose comme ça. Bon, quelqu'un de très sérieux, important. Dont j'ai oublié le nom parce que ça ressemble à une marque de machine à raser. Remington, quelque chose comme ça. Bon, période, épisode sporadique. Là, nous avons une série depuis quelques temps et on a dépassé quand même le concept de fragmentarité chez Blanchot et même aphorisme. Moi, peut-être que dans mes enregistrements, juste au début, voilà, il faut le dire aussi, mais je n'ai pas vérifié. Je sais que c'était très court, mais c'est-à-dire je coupais en plusieurs morceaux. Je ne faisais absolument pas de grands discours. Je n'avais pas des parloirs, mais des instants irrésistibles à parler. Et j'enregistrais, je coupais. Je recommençais et je coupais. Voilà. Là, ce sont des aphorismes, finalement, que je garde, mais je n'utilise pas parce que c'est très éparse.
bien qu'il y ait une continuité, ça prend beaucoup de temps de travailler sur cela. J'ai commencé quand même très peu à faire de ces aphorismes. L'un de ça, comme exemple, c'est Compendum Judae. Voilà, il devrait y avoir un somnum qui peut être Talmud, Compendum Judae. Voilà, ça, c'est devenu génératif, c'est-à-dire ça m'a incité à penser sur ce somnum Judae. Voilà, ce n'était qu'un exemple. Donc, CEDA a fonctionné. Donc, notre connaissance, il s'agissait de 2012. Il y a pas mal d'années que je ne compte pas, mais je compte tous les 4 ans. C'est-à-dire, il y a un cyclique, une périodisation chez moi, il me semble. Et tous les 4 ans, il se passe quelque chose d'important pour moi. Je crois qu'en 2012, on est allé avec Seda en Espagne. Et 2016, c'est le commencement de mon cancer, premier cancer très important, et qui m'a changé quand même l'approche de vie. Et j'ai recommencé sûrement à produire et à écrire. Et, comme ces moments d'écriture sont tellement intenses qui occupent le jour et la nuit et qui vous laissent, bien que vous vous sentez infatigable, mais ça vous épuise à un moment donné. Donc il faut, moi, pour ne pas, comme disait Jean-Luc Nancy à son étudiante doctorante, il ne faut pas trop rallonger les thèses de doctorat, il ne faut pas que ça devienne une maladie. Voilà. Et j'ai entendu cette phrase de Nancy à partir de mon étudiant doctorant et j'essaie de prendre acte, c'est-à-dire que une œuvre doit finir. Par définition, tout doit avoir une fin, un arrêt, un intervalle nécessaire. Mais comme je ne veux pas arrêter donc dans cette frénésie, j'essaie de passer à autre chose, mais pas brusquement, parce que ça aussi c'est très dangereux, c'est comme une dénégation, une déni qui ferait lui-même le problème. Donc, en gardant un certain style, rapidité, la vitesse d'écriture, pensée, et style de vie et de comment dirais-je, de mouvementer, être en mouvement ou en kinésis, tout en gardant cette, disons, structure, substructure, j'essaie de faire des autres choses, passer à une autre chose, essayer de passer à une autre chose qui était en postponement ou en français comme post-restant, quelque chose, des éléments d'écriture qui sont en souffrance, comme d'être later office de Herman Melville, dont le principal personnage c'était Bartleby. Voilà. Donc il y a des choses qui essaient de sortir.
Voilà, c'est ça. En absence totale, me fait travailler, il me semble, c'est une impression. Et je l'appelle, enfin, j'appelle ce genre, iranien ou oriental, mais qui n'est absolument pas étranger, à une certaine Dante, dont le rapport avec Béatrice, c'était oriental. Goethe aussi connaît cette situation, tous les contes et messels iraniens, disons, y compris Mille et une nuits. C'est ça, je suis dans cette ère. Enfin, les Grecs originaires aussi racontaient l'origine mythique de l'invention du dessin, un peu comme ça. Donc, certains couples qui se séparent ou qui sont en train de se séparer, et il fallait mobiliser tous les moyens et inventer quelque chose, un truc pour que sa présence soit captée dans un dispositif, bien qu'elle ait complètement disparu, c'est-à-dire transformée, métempsychosée, disons, en des éléments parsemés comme des das Gewicht ou non pas de pierres philosophales, on dit kilomètres tachés, des chapiteaux, voilà, des chapiteaux, pourquoi pas, un chapiteau d'un chapelet, pourquoi pas, des pierres qui montrent des localisations. Voilà, en français, il y a sûrement un nom, kilomètre taché, pour dire cette expression. Pierre, pierre de touche, bien sûr, omphalos, mais ça existe à Istanbul, en Byzance, il n'y a qu'un seul. Moi, je parle de plusieurs petits cailloux qui font des séries en descendance, en croissance. Voilà, mon jargon, vous connaissez un peu, se dessinait un peu comme ça. Mais si ce formalisme français n'existait pas, en fait, j'étais perdu. Déjà, une certaine, comment dirais-je, non pas une affinité sélective avec la langue allemande, mais une certaine contamination forcée de la langue allemande, sa présence, ça m'aide beaucoup. Mais tout aide, c'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, le rapport d'Indonésie et Andalouse, ça aussi, c'est bizarre. Pour moi, c'est bizarre parce que c'est très plausible, mais personne n'a songé, sauf peut-être les Indonésiens, s'ils se demandent d'où venons-nous. Mais normalement, on appelle Malaisie. Malaisie, ça aussi, pour moi, c'est énigmatique, qui ne veut rien dire. Qui peut être une appellation, à mon avis, colonialiste, parce que ça ressemble beaucoup à malaria. Peut-être que les Hollandais, ils ont appelé autrement, les Anglais, ils ont appelé autrement. Le pays a deux noms, Malaisie et Indonésie. Il n'y a que des archipels, il n'y a pas un véritable continent. Ça aussi, c'est intéressant comme modélisation. Voilà, théorie, modélisation. Juste dernière chose, en ce qui concerne ce pourquoi je parle, moi je voulais envie de dire au début de cet enregistrement
on théorétise dès qu'il y a un problème réel, pour parler comme Deleuze. Il faut trouver des problèmes réels, choisir des problèmes réels, constater des problèmes réels, et à partir de ça, on a le droit de théorétiser. Donc il faut que la théorie serve au réel. Mon réel est tellement compliqué, comme vous pouvez deviner, ça va. Ma théorie aussi, c'est formé, c'est configuré. C'est un peu à l'échelle ou à la mesure de mon réel, vice-versa. Et c'est mon réel, c'est à l'échelle ou à la mesure de ma théorie. Ça, je ne peux pas décider. Et je ne peux pas dire si facilement que je théorétise parce que j'ai une vie réelle qui nécessite cette théorétisation. Non. C'est parce que je théorétise, peut-être j'ai une tendance à théorétiser, modéliser, essayer de créer des modèles, des séries, des passages entre les modèles, etc. Et que à partir de cette obligation, à partir de cet appel, que je dois vivre à sa mesure, à la mesure de cette théorie. Et là, comme vous pouvez deviner, tout parmi c'est au-delà du bien et du mal, malum et bonum, n'ont pas une valeur de critère. Là, danger peut commencer parce qu'on est dans une communauté sous l'égide des lois qu'on parle et qu'on publie, qu'on crée. J'espère pas. On devrait, enfin, pour parler comme Kant, on devrait avoir cette liberté de créer et en ce qui concerne la publication, on choisit, enfin, on fait ce qu'on peut faire par les moyens ou les dispositifs qu'on puisse voilà, inventer ou tant bien que mal. Je finis avec ce dicton en latin que les Hollandais ont apporté à leur, disons, à la régence, à leur drapeau. Honi, enfin, si je me rappelle bien, honi soit qui y voit du mal, c'est ça. Là, mon roman finit avec ce dicton latin que je trouve dans le drapeau de régence de Néerlande. Voilà. Et c'est exactement, c'est comme ça que je vais finir pour être consistant à mon discours. Alors peut-être que pendant la séparation, là où séparation s'est dessinée en filigrane dans l'horizon, etc., j'étais déjà en plein travail. Et j'étais dans la rédaction sans fin d'un roman, une poésie en prose que j'ai intitulé Heft Punch. C'est même pas un turc le titre, c'est passant. Donc j'étais ailleurs. Je venais d'ailleurs, Indonésie, et je partais en deux sens. Je faisais non pas des escales, mais des grandes campagnes vers l'Occident, et grandes campagnes au sens militaire du terme, et vers l'Orient, etc., etc. Alors, les choses. Je ne relaterai pas trop le passé, mais dans cette
derniers mois, effectivement, je dirais comment ça se passe, les choses les plus intéressantes. En ce qui concerne précisément cette œuvre qui s'appelle Heft Punch, qui veut dire deux chiffres, hein, 7 et 5. 7, 5, c'est un terme de bric-brac iranien. C'est une sorte de jeu d'échecs, donc je n'explique pas. Mais un jour, je passe dans mon quartier, je passe devant un antiquaire que je n'avais pas vu, et je remarque tout de suite près de la vitre un tableau. Mais ce jour-là, je ne rentre pas dans la boutique. Dans un autre jour, je passe et avec une grande assurance, j'entre dans la boutique. Heureusement, par bonheur, monsieur le propriétaire, il était au fond de la boutique, il parlait au téléphone en ce qui concerne les achats et les ventes des champs. Fructueux ou pas, dans l'alentour d'Istanbul. Très bien, il n'a pas bougé, il était très loin, je me suis promené en toute liberté dans sa boutique en demandant en fait par geste la permission de photographier le premier coup de cœur, qu'il s'agit d'un tableau ottoman qui passe dans une atmosphère complètement de sérail, et il s'agit de monsieur, etc. Et j'ai bien... Enfin, alors, j'ai photographié, j'ai continué à mon process en work, ou bien à mon travail en process. Mais, en travaillant minutieusement sous cette seule image capturée dans une boutique d'antiquaire, c'est comme un petit texte de Stéphane Mallarmé, n'est-ce pas? Pénultième était morte. Ça n'a rien à voir, mais il s'agissait d'une antiquaire, comme une vitre d'antiquaire au début du texte. En tout cas, ça commence avec une antiquaire, donc un objet de curiosité, on ne sait pas de quoi sert, c'est inutile. Ça ne parle pas, ça ne sert à rien, etc. Antiquaire, c'est ça. Archéologie, mythologie, tout ça. Donc on commence par l'inutile qui nous intrigue. Mais on ne sait pas par où nous sommes intrigués. C'est deux hommes dans le tableau, sur un divan ottoman, donc freudien, psychanalytique, un somme psychanalytique jouait. Donc l'un était invité. Moi j'ai relaté ça. Je n'ai pas encore... j'ai enregistré ça, mais je n'ai pas encore publié. Donc il ne faut pas que je répète. Il faut que je dise de nouvelles informations en ce qui concerne ça. Eh bien, en travaillant sur le tableau, j'ai remarqué que mise à point, focus, capture à la maison. Donc j'ai passé des rayons X ce tableau et j'ai découvert quelque chose que je n'en reviens pas. Il s'agissait d'un jeu d'échecs là où deux personnages, l'un très arrogant, l'autre plus oriental, l'un plus efféminé, l'autre plus assis comme dans la masculinité. Et ils étaient dans la position de Heft Punch, dans la terminologie des jeux d'échecs. Donc l'un avait 6 pièces et l'autre 5 pièces, dont l'un à la main. Alors, tout seul à la maison, j'aurais dû hurler parce que dans aucune des instances de seconde œuvre qui est à moi, je me souviens ni parler de jeu d'échecs, ni
en ce sens-là d'une stratégie, d'une tactique, comme, je ne sais pas encore comment appeler, mais une certaine demande de reconnaissance ou de rivalité. C'est la moindre chose qu'on puisse dire, rivalité, prétendance, de prétendants, l'un féminin est d'une classe plus supérieure dans la fonction royale, disons, la fiction commence, l'autre, il est peut-être plus musulman intègre et peut-être véritable propriétaire de ce salon, de ce divan, et il ne regarde pas aux yeux. L'autre, en faisant son grand coup, attend l'autre qu'il joue, et l'autre ayant une pièce à la main, et l'autre arrogant, très très arrogant, c'est-à-dire il regarde, il célèbre, il jubile dès maintenant, le jeu n'est pas terminé, son victoire. Bon, quel rapport avec César? Aucun rapport. Les choses, bizarrement en fait, le titre donné, pour des raisons différentes qu'un jeu d'échecs, plutôt en ce qui concerne la forme de la poésie et le nombre de vers dans un genre qu'on appelle Mesnevi. Vous pouvez dire légende ou des allégories que je fais souvent. L'état est en comparaison avec avec Mishnah, des Talmud, y compris christianisme. C'est-à-dire les évangiles même n'auraient été que des Mishnah, c'est-à-dire de ces petits récits eschatologiques. Voilà. Donc, il s'agissait plutôt de cela quand je disais heft punch, mais c'est pas seulement par pure formalité de distique ou de je ne sais quoi, mais un sentiment de vie, pourquoi pas Gefühl oriental, une manière de penser différente, pas rationnelle. C'est ça qu'il faut pour l'instant dire, mais j'ai avancé quand même énormément hier déjà, en corrigeant les copies de mon roman, j'étais en pleine fin de temps, c'est-à-dire arrêt de chronologie, au sens de césure, que Georges Agamben a bien travaillé quand même, le temps qui s'arrête ou quelque chose comme ça, un petit livre d'Agamben très fort, mais tous les livres sont très forts d'Agamben. Le temps qui s'arrête quelque chose comme ça, syncope, etc. Donc, césure messianique qui coupe toute chronologie, et c'est ça, éternité, Ewigkeit, dans laquelle en créativité, moi-même, me trouve. Voilà. D'où ces images ou ces signes m'adressent bien à ma visite comme heft punch, que je n'ai même pas discuté avec quelqu'un d'intelligent qui a quelques connaissances. J'ai fait beaucoup de recherches, mais à mon guise, c'est-à-dire que personne ne m'a expliqué, encore maintenant, quelle était la signification en Orient ou en Iran, où je suis jamais allé et je n'ai pas d'amis, personne,
quelle était la signification de cette jeu, de cette scène de jeu, 7, 5. Là, on est dans l'énigme, donc, même dans l'éternité, où tout est arrêté, l'énigme, comme écriture, arrêtée, immobilisée, gelée, comme une architecture, nous sommes là-dedans. Alors, le film de Pip Chodorov sur l'histoire du cinéma expérimental, c'était intitulé Radicaux libres, Selbst Radikaler. Donc, c'est quelque chose comme viral ou cancérogène d'abord, mais dans l'autre sens, effectivement, les radicaux, les grands cinéastes radicaux, en ce qui concerne la fonction et la forme et la possibilité du cinéma, kinographie, que je retourne et j'ai commencé en faisant la théorie de Kina en ouvrant ma page de YouTube, n'est-ce pas, pendant des semaines, et j'étais dans le parloir et j'avais cette théorie pratique immédiatement appliquée, c'est-à-dire finalisée en cinéma, en espèces, et je dirais en chair et en os, une théorie pratique, c'est-à-dire praxis. Dès le départ, c'était une praxis et bien enrichie avec toute interrogation sur la praxis en général, phonésis en général, parésia dans sa singularité, et on est venu aujourd'hui à la singularité quelconque et à un tel, un tel ou une telle grèche. Voilà, il y a plein de pièges, à la fois petits cailloux pour que je retrouve mon chemin, que je refasse mon chemin, comme disait André Breton en ce qui concerne Marcel Duchamp, que j'adore quand même. Et j'étais encore, chaque fois que je tombe malade, je me refamiliarise avec Marcel Duchamp, je ne sais pas, c'est parce que son livre principal se trouve dans mon chevet, disons, dans la maison parentale, et c'est comme Secours. L'autre livre sur Duchamp, Maître de Lyotard, ça se trouve chez moi. Donc il y a deux maisons, deux centres, ça fait un mouvement elliptique assez productif, ces allers-retours. Donc l'un sera éteint bientôt, je vais continuer à tourner autour de mon orbite seul, je vais devenir une étoile, une fuyante ou morte, tout simplement une étoile qui s'affaisse, explosion, eh bien la mort d'une étoile, c'est ça. Le rapport à la mort, il ne faut pas rater dans tout cet éclat, dans toute cette Verschlammung, toute cette impossibilité de dialogue, rapport au miroir, les mots. Au-delà des fétiches, effectivement, le mot peut être fétiche, pourquoi pas. C'est tant mieux d'ailleurs. Mais notre rapport spectral à travers les mots à la chose.
die Sache, Ding, das Ding, thinking, et j'enchaînerai bien sûr à volontiers Danken, Gedanke, mémoire, commémoration, remerciement, acknowledgement, tout. Faire le chemin, c'est comme une répétition ontologique derrière. Refaire le chemin, élargir le cercle herméneutique et faire son petit, non pas tournant à trous, mais vraiment comme à Bourse, n'est-ce pas, c'est la soie qui était grande industrie dans le siècle précédent. Et je ne connais pas le nom de cet insecte qui aime bien les... je suis en train de... Enfin, je suis assis sous une arbre justement de soie, je dirais. Parce que en français, on ne connaît pas le nom de ce fruit, de cet arbre qui va s'éclater au début de juin et qui va nous donner des dattes très sucrées, mielleuses, des fruits mielleux. Eh bien, cet insecte fait de la soie en mangeant les feuilles de cet arbre. Vous la reconnaissez, bien sûr. Et vous la reconnaissez. Et moi, je regarde seulement les feuilles. Donc, c'est un travail d'insecte. Écriture aussi. Comme j'ai exposé l'autre jour au début de mon film, un dessin à l'aquarelle fait par moi qui s'appelait Ars Rhetorica et qu'il ne s'agissait pas comme figure, qu'il ne s'agissait que des insectes et des coquillages, donc des écailles et non pas des crêtes, des écailles et pourquoi pas des noyaux, c'est-à-dire la chose même noématique. Voilà, on est un peu avancé aujourd'hui. Pour aujourd'hui, on peut conclure notre séance psychanalytique. La chose, donc, la chose en question, la chose sur quoi, en quoi nous disputons, la chose dérobée à des noms de l'ordre d'écailles, de la crête, donc tout ce qui est de visible, de coquillages, de la peau, plumage, donc tout aspect apparentiel est apparenté à quelque chose qui cache. Donc cette recul qui m'a fait sûrement un film qui s'appelle Biogonie, que je n'ai pas encore revisionné et je ne me rappelle pas le contenu. Et vous savez, j'ai fait un remake de cette vidéo de 2020 en 1er janvier, dans une foi terrible, dans une café. J'ai fait un grand discours sur ma théorie de crétologie que aucun orthographe n'accepte parce que cette science n'existe pas dans le dictionnaire et c'est moi qui l'ai inventé. Et je peux changer de nom, crête, et je trouve sympathique parce que j'ai fait un film sur quoi sur le juif de Malte, donc une île méditerranéenne, et Crète, c'est une île méditerranéenne. Et j'aimerais bien faire un film sur Chypre, sur, bien sûr, Othello de Shakespeare.
Ce sont des promesses que j'ai déjà faites dans cette mois-ci. Ouais, t'as raison. Parce qu'on s'en fout, bien sûr, de mes promesses en moi-même. On s'en fout solennellement, loyalement. C'est ça l'autobiographie. Hein. Et Deleuze disait qu'il ne faut pas entrer dans les rêves d'autrui. C'est dangereux. Et moi, je peux entrer facilement. Bon, je veux dire que dans mon cahier, il y a 2 pages. Et hier soir, un jeune poète que j'ai découvert qui a écrit un poème pour moi, en turc, avec son véritable manuscrit, quoi, et qui est resté à moi. On a eu un contrat tout de suite, et donc j'ai dit que tu écris dans mon cahier, parce qu'il m'a demandé de couper quelques pages qu'il avait besoin à l'instant même pour écrire dans l'obscurité, des poèmes. Et il est en larmes après mon pauvre discours, bien sûr, mon petite autobiographie, et il voulait écrire un poème, bien sûr. Donc, j'ai dit que tu photographiais et ton poème en manuscrit va rester dans notre cahier commun et nous allons devenir amis parce qu'il m'a dit que avant-hier, il voulait se jeter devant le train. Donc, c'est une raison pour devenir amis. Que puis-je ajouter encore à cette maudite autobiographie qu'est la vie, tout simplement. Tout simplement. Bon, puisqu'il y a un silence, parce que les ouvriers en bâtiment, ils ont laissé, comme il est 5 heures du soir, ils ont laissé leur travail. Il y a un véritable silence, et comme l'endroit m'inspire à parler non pas de moi-même, mais de mes œuvres qui renvoient à quelque chose, à quelque retentissement, à un certain écho. Effectivement, le mot écho en turc, à mon avis, actuellement on dit yankı, mais seda aussi c'est un mot persan, sûrement, qui veut dire en genre une sorte de Stimmung, la voix humaine, et en ressouvenir, c'est ça, seda, c'est une sorte d'écho, je crois qu'au sens fort d'écho mythologique, et qui était ma petite amie. Enfin, finalement, on a fait une petite, une grande quand même, voyage ensemble en Andalousie, en toute Andalousie, et avec donc l'Espagne, et avec une escale en retour de l'Italie. Donc, j'ai le droit de parler, prononcer cette phrase de Rousseau en mon retour d'Italie. Et depuis mon retour d'Italie, j'ai une habitude, qui préserve les jeunes gens de beaucoup de dangers, qui économise de la vie, mais qui est dangereux, c'est un supplément dangereux, c'est très connu comme passage de Jean-Jacques Rousseau. Donc, je me disais qu'enfin, quand je commence à refaire des films, parce qu'il y a des années que je n'ai pas fait des films. Oui, en 1982, on a commencé dans l'université, et bien à Paris dans les années 90,
on a fait 7 films qui est bien accueilli, mais depuis mon retour à mon Heimat, je n'avais pas fait de film, mais j'avais dessiné pour m'exercer, que je vous expose. Eh bien, quel rapport avec mon retour d'Espagne ou avec mon escale d'Italie, avec le mot de Seda qu'on se parle depuis longtemps, qui m'a quand même, effectivement, je n'arrive pas très bien me souvenir, mais qui m'a coûté quand même une grande œuvre qui s'appelle Heft Punch, qui n'a presque rien à voir avec elle, mais qu'elle devrait être responsable au sens iranien du terme, c'est-à-dire tous ces couples qui font l'objet de grandes épopées indiens ou persans. Leyla et Mecnun, Kerem Aslı, Kelile et Dimne, etc. Donc, il ne s'agit pas encore Mille et une nuits. C'était déjà écrit Mille et un nœuds, qui comporte quand même plusieurs chapitres, passages. Donc il s'agit de multiplicité innombrable, etc. Bon, donc depuis mon retour d'Italie, avec mon avant ou pendant ou processus de séparation, j'ai commencé à faire des films parce qu'il s'agit d'une jeune dame qui s'occupe de l'art plastique, des arts plastiques, et elle était sensible à quelques-uns de mes films, surtout ce film que j'ai fait juste après le retour d'Italie, effectivement à Ayvalık, dans un stadium vide, dans une, comment ça s'appelle, il s'agit d'une histoire de la peinture et tissu ornemental, etc. C'était complètement jox artistique. Et elle m'a dit qu'elle était choquée quand même. C'était juste avant notre rendez-vous qu'elle a aperçu le film et elle a très vite regardé. Elle m'a fait cette affranchise en disant que alors si j'avais plutôt ce film, j'aurais fait quand même quelque chose pour présenter mon film dans le biennale de Mardin, que je voulais aller beaucoup. Pour elle, c'était depuis longtemps prévu. Biennale de Mardin. Mardin, c'est une ville très ancienne, donc dans la frontière de Syrie, qui se trouve en Turquie. C'est une ville très ancienne, c'est-à-dire arabe, suisse, génériste, qui ne ressemble pas à une autre ville en Turquie. Bon. Donc, j'ai raté mon biennale de Mardin et j'ai continué à faire des films de manière frénétique. S'il s'agit de ces films de YouTube, il y en a quelques autres dans les autres chaînes que je ne prononce pas. Ça aussi, ce sont des films très forts et cultes pour moi, mais c'est pas fréquentable. D'ailleurs, je pense à l'instant même que je fais comment ça s'appelle, je me vantais en médias sociaux en faisant encore une joke en disant que à 4 avril, j'étais à Dubaï pour un symposium de l'université de New York qui se tient à Dubaï. Il y a plusieurs
comment ça, affranchissing de l'Université de New York à Madrid, en plein de pays, mais Dubaï. Voilà, exotisme. Alors, quel était le titre de ce symposium? Impossible autobiographie, deep images. Vous voyez? Effectivement, en avril, j'ai reçu un mail qui parlait de cette colloque et j'aimerais bien aller, mais il ne s'agissait pas, après coup, que je me suis remarqué qu'il ne s'agissait pas du titre général du colloque, mais d'une intervention, une communication concernant les films, de Jonas Mekas. Donc je pensais tout à l'heure à Jonas Mekas et moi en rapport. J'aime bien, comme vous savez, en fait, l'une de mes chaînes s'appelle Fiction autobiographique. Donc je m'intéresse à tous les méandres de l'autobiographie. Et c'est pour ça que ça m'a remarqué quand même qu'il y a une colloque, mais c'était faux. Et j'ai fait une désinformation dans les médias sociaux en disant qu'il y a un colloque qui s'appelle Impossible autobiographie, Deep Images, alors qu'il s'agit seulement de l'un de mes maîtres, effectivement, Jonas Mekas. Je ne connais pas sa biographie, mais j'ai effectivement vu ces films très prégnants, mais je n'ai pas pensé à l'autobiographie. C'est dans un film expérimental, effectivement, et il s'agit toujours de la vérité, donc autobiographie en fait partie. Mais maintenant, je visualise encore, parce que c'est à Paris, donc il y a 30 ans, plus de 30 ans que j'avais vu ces films. Il se passait dans les banlieues ou à l'entour d'Athènes. Je me demande si Jonas Mekas, fort probable, il est d'origine grecque, même tout simplement grec. Et moi je suis turc, s'il était vivant, on pourrait faire une correspondance. Alors, dans ce film, peut-être que, non pas dans le banlieue d'Athènes, mais juste dans les alentours de Parthénon, juste comme des endroits où je me promène, effectivement, depuis mon enfance, effectivement, comme je suis d'Istanbul, je me promenais dans les ruines, mais il n'y a plus de ruines. Mais il y a des sites archéologiques quand même qui viennent d'être découverts, donc très fraîches. Je photographie tout le temps en passant. On ne peut pas être partout. À Istanbul, ça devient compliqué comme ville, mais j'essaie d'être dans des endroits quand même en plein air. J'ai choisi mes parloirs en plein air. Je ne suis pas très fort dans l'image, comme les cinéastes. Je n'ai pas fait un film encore comme Nuri Bilge Ceylan, si plein de mai. On est en plein mai. Effectivement, il y a un cyclone Mayıs sıkıntısı. C'est joli comme titre d'un film que je pensais tout à l'heure. Alors, Jonas Mekas, que je ne connais pas très bien, mais je connais ses films. Effectivement, Pip Chodorov, que je connais bien et qu'il a utilisé dans son grand, disons, film sur l'histoire du cinéma expérimental, qui s'intitule, c'est important le titre, c'est pas Image fractale, mais
Voilà, ça va m'arriver, c'est très intelligent comme le titre. Une histoire du cinéma expérimental, c'est sous-titre, mais le véritable titre, c'était les, non pas les incorruptibles, mais voilà, c'est quelque chose comme ça. Puis Fyodorov, il est venu pour montrer son film, enfin pour assister à la projection de son film à Istanbul, et il m'a contacté et j'étais très heureux de le revoir à Istanbul et on peut recevoir. Même pendant le dîner, il continue à filmer. Il m'a filmé d'ailleurs, mais il filmait tout avec son caméra de 16 mm quand même. Il y a, disons, 15 ans. Donc il fonctionnait encore avec une caméra de 16 mm et je n'arrive pas à porter sur moi cet engin. Voilà. Donc je commence à faire donc pour attirer l'attention de Seda, qui s'appelle donc qui veut dire écho, pour qu'il fasse écho, et ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré, mais j'ai beaucoup travaillé pendant cette relationship. Un article, un grand article quand même. D'ailleurs, commencement de notre rapport, c'est commencé comme ça. Elle était assistante d'un grand peintre Muran, turc, Ömer Uluç. Donc, Ömer Uluç voulait un article de moi et j'ai écrit cet article avec sur plusieurs rendez-vous, interviews et documentation vraie. Un rapport vrai. J'ai eu un rapport vrai, intellectuel, très très satisfaisant avant de mourir avec Ömer Uluç, donc grâce à son assistante qui s'appelle Seda. C'est tout. C'est important. Donc j'ai écrit, j'ai fait mon devoir d'article et dans le même mois, j'ai écrit 3 articles, l'un sur Unai Sözer, c'était encore une sorte de, comment dirais-je, une adieu à Unai Sözer, en turc on dit présence ou cadeau, bon, je n'ai pas trouvé le mot. Tout le monde dans son entourage écrit sur Unai Sözer, donc il y a un recueil qui s'appelle Das Zwischen, entre deux, in between, etc. En 3 langues, en turc aussi, arada, en turc arada, entre deux. Donc j'ai écrit ça aussi. Tout Unai Sözer n'a pas Unai Sözer, quelque chose comme ça grammatical, un sophisme intelligent. Et 3e article, c'était sur Orhan Pamuk, sur son roman d'une part roman Livre Noir, et en comparaison avec l'autre Musée des Innocents. Donc c'est à l'occasion de la sortie du musée des Innocents. Mais ça n'a pas fini, ni l'été est fini, ni ma vitesse de travail. J'ai commencé à ouvrir un blog qui était inerte, donc j'ai commencé à une production qui continue comme ça, et c'est-à-dire entre-temps j'ai eu 2 cancers avec ce genre de travail, et j'ai changé de support, c'est-à-dire à la fois j'écris normalement, mais je publie en électronique dans le milieu digital. Et les films digitales aussi, ça m'est arrivé comme ça.
j'étais pas très fort dans les techniques et maintenant je suis devenu très rapide quand même. Et ça me facilite non pas seulement ma production, mais pour mettre en ordre mes pensées un peu trop dispersées. Comme quoi j'ai des points d'intérêt illimités et j'essaie de ramasser et configurer le monde, enfin l'homme, selon Heidegger, était configurateur du monde. Il fallait citer maintenant le mot allemand, qui comporte sûrement Einbildung, hein, donc l'imagination. L'homme habite un poète. Donc pour ces jours, on configure. On investit un lieu comme parloir. Aujourd'hui, vraiment, il fait beau, je suis extrêmement bien installé, extrêmement peu d'appareils, juste un livre de William Blake, un cahier qui vient de rempli, et une bouteille quand même de boisson. Voilà. Hier, j'avais un pain. Le pain et du vin. Aujourd'hui, je suis un peu sobre et il y a un corbeau qui me suit. Il y a quelques années qu'il m'avait volé mon chapeau. Peut-être qu'il s'agit du même corbeau qui est trop attaché à moi d'une manière hostile. J'aime bien les animaux. Voilà, il est venu. Voilà, il est venu. Corbeau de Pasolini sûrement. Il est gentil. Là. Il a cassé une plante devant mes yeux. Nous sommes dans la même banque assis. Et il est vraiment très curieux de ma présence. Et voilà, on est maintenant dans le film de Pasolini, Grands oiseaux, petits oiseaux, dont l'acteur principal c'est un corbeau. Et l'autre acteur, c'était humain, il s'appelait Toto. Enfin, son nom véritable était Toto, un acteur d'un certain âge italien. Bon, c'était fantastique comme film. Bon, il faut que je prenne soin de mes yeux en regardant avec les yeux d'autrui. Il ne faut pas que ce corbeau abîme ma vue. Et je ne viens pas Oedipe à Colomb ou qui d'autre, tous ces peintres ce sont des peintres aveugles avec les ustensiles ou accessoires de vue, de suppléments de vue. C'est quand travaille un pictural de Jacques Derrida qui s'appelle Mémoire d'aveugle et autres ruines, qui m'a beaucoup influencé, surtout dans ma théorie d'accessoires. Voilà, on a commencé avec le supplément dangereux, le tour d'Italie, que je n'ai pas beaucoup visité Italie, je n'ai que traversé, mais cette dernière fois, c'était quand même quelques quartiers visités. Mais Rome, on était à Rome. C'est fantastique, effectivement. C'est comme alter ego d'Istanbul, c'est-à-dire Constantinople, qui est alter, qui est ego. Effectivement, c'est ça, les yeux d'autrui. Il faut voir avec les yeux sans tomber tout le temps dans les lieux communs d'ironie que je fais souvent, n'est-ce pas? Je viendrai à Rome pour
pour reprendre tous ces statues de cheval, de hippos, que vous avez, enfin, c'est-à-dire pendant l'occupation de Byzance, les croisades, ils ont volé les statues de hippodrome d'Istanbul et c'est maintenant exposé à Rome. Donc nous les voulons, tout simplement. Nos chevaux. C'est quand même un scandale que même à Paris, il y a un obélisque égyptien. Je croyais que c'était quand même un privilège d'Istanbul et de notre ancêtre byzantin. Nous avions ce privilège d'avoir une véritable obélisque égyptien que toute mon enfance est passée à le déchiffrer, étant dans le même quartier, Sultan Ahmed. Au revoir.